Alors, on commence par, on va parler de, je pense que c'est votre dernier cours d'implanto, c'est ça? Il nous reste un cours. Donc, je pense que c'est le dernier. Alors, on va parler des notions d'aménagement tissulaire pré-implantaire, c'est-à-dire qu'on va essayer de parler de différentes techniques chirurgicales que nous pouvons utiliser pour aménager les tissus parodontaux autour d'un implant. C'est-à-dire comment améliorer les tissus beaucoup plus superficiels pour pouvoir... Vous n'avez pas la diapo. De la façon, comment aménager des tissus autour d'un implant. Alors, la chirurgie plastique péri-implantaire est un prolongement de la chirurgie plastique parodontale, puisqu'elle traite de la prévention et de la correction des défauts anatomiques, traumatiques ou pathologiques de la muqueuse péri-implantaire. Donc, on va faire appel, on va parler beaucoup plus de chirurgie parodontale, plastique péri-implantaire. On va s'intéresser à la chirurgie du parodonte, mais qui va se faire autour de l'implant. Là, c'est une chirurgie, on vous dit que c'est un prolongement de la chirurgie plastique parodontale. Donc, vous avez la chirurgie plastique parodontale, elle fait une extension vers la chirurgie plastique péri-implantaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, la chirurgie plastique parodontale s'intéresse à traiter, à aménager les tissus qui se trouvent autour d'une dent, alors que la chirurgie plastique péri-implantaire s'intéresse à aménager les tissus qui se trouvent autour d'un implant. Donc, vous allez voir que les techniques chirurgicales sont pratiquement les mêmes. La différence, c'est que dans le cas de chirurgie parodontale, c'est une chirurgie qui va se faire autour de la dent. Et dans le cas d'une chirurgie péri-implantaire, c'est une chirurgie qui va se faire autour d'un implant. D'accord? Donc, l'objectif de la dentisterie implantaire est d'aménager un environnement tissulaire comparable à celui d'une dent. Donc, ce que nous avons sur l'arcade, ce n'est pas une dent, c'est un implant. Dans notre cours, l'objectif de notre cours, c'est de parler de l'ensemble des techniques chirurgicales, de l'ensemble des traitements que nous pouvons apporter à cet implant pour essayer de lui ramener les conditions qui ressemblent aux conditions qu'a une dent avec son parodonte tout autour. Donc, nous allons aménager des tissus autour d'un implant comme si c'était des tissus autour d'une dent. D'accord? Alors, nous allons d'abord parler de l'application des techniques de chirurgie plastique parodontale aux implants. Comment s'appliquent ces techniques de chirurgie plastique parodontale qui se faisaient sur une dent? Elles vont se faire sur un implant. Comment ça va se faire? D'abord, nous allons parler de la place de la chirurgie plastique parodontale. L'aménagement des tissus mous péri-implantaires peut intervenir à plusieurs stades du traitement. Donc, je vais faire de la chirurgie plastique parodontale. Je vais la faire autour d'un implant. Mais là, je dois trouver sa place. C'est-à-dire, à quel moment je dois appliquer cette chirurgie. Je peux l'appliquer lors de la phase pré-implantaire, c'est-à-dire avant de poser un implant, je peux intervenir par une chirurgie plastique parodontale. C'est-à-dire, je vais intervenir pour faire une chirurgie autour du tissu ou du site qui va recevoir l'implant. J'ai une deuxième possibilité. Au moment de la pose de l'implant, c'est-à-dire au lieu de faire une première chirurgie d'aménagement, puis faire une deuxième chirurgie où je vais poser l'implant, je peux directement faire en même temps la chirurgie d'aménagement des tissus et en même temps la pose de l'implant. Donc les deux vont se faire en même temps. Au moment de la pose de l'implant, je ferai ma chirurgie d'aménagement péri-implantaire. Je peux le faire aussi après ostéo-intégration lors du temps prothétique, c'est-à-dire au moment où je place mon implant, je place ma prothèse, je peux faire appel à cette technique chirurgicale, je peux faire des chirurgies qui peuvent aménager, qui peuvent améliorer les conditions des tissus autour de mon implant. J'ai une quatrième possibilité qui peut être en quelque sorte rare. Donc, la chirurgie... Oui. On ne voit plus, c'est bon, parce que Karahana le partage d'écran. J'ai rien touché, hein. Ah, donc c'est bon, merci. Vous me suivez, ça va? Oui, oui. D'accord. Donc, nous avons parlé de 3 possibilités. Là, nous avons la 4e possibilité où elle peut s'avérer plus rare. Elle est plus rarement nécessaire après pose de la prothèse. C'est-à-dire que
je peux faire ma chirurgie avant, avant de poser l'implant. Je peux la faire en même temps où je pose l'implant. Je peux la faire après ostéo-intégration, donc après cicatrisation, après la pose de l'implant. Et je peux la faire très rarement, mais ça peut arriver après avoir posé la prothèse. Donc, nous avons 4 possibilités et nous allons voir les indications et les techniques chirurgicales que nous pouvons utiliser. Deuxièmement, nous allons parler des facteurs qui peuvent influencer la prise de décision. Comment je peux décider de mon acte chirurgical? Donc, c'est-à-dire quel type de chirurgie je peux utiliser ou à quel type de chirurgie je peux faire appel. Le choix du temps de traitement et de la technique opératoire dépend de l'analyse de la situation clinique. Donc, je dois avoir une idée globale du cas clinique pour savoir quelle technique chirurgicale utiliser et à quel moment. Je dois utiliser quelle technique et c'est à quel moment. Est-ce que je vais faire ça avant de poser l'implant, pendant l'implant, après l'implant ou après prothèse? Donc, je vais utiliser certains facteurs qui permettront de prendre cette décision. Alors, certains facteurs sont susceptibles d'influencer ce choix. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent m'aider pour décider. D'abord, nous avons la composante esthétique, soutenue par des tissus durs. Ça, on le sait très bien. Et la pérennité du complexe tissulaire périimplantaire est étroitement liée au tissu osseux. Donc, j'ai un parodonte superficiel qui repose sur un parodonte profond, qui repose sur de l'os alvéolaire, qui repose sur des tissus plus durs et plus, on va dire, plus fixes en quelque sorte. Donc, c'est pareil pour l'implant. C'est un élément que nous allons placer au niveau du tissu osseux. Donc, cet implant doit être maintenu par ces tissus osseux et doit être aussi couvert par des tissus mous. Et pour qu'il y ait réussite de la pose de cet implant, nous devons avoir suffisamment de tissus osseux et nous devons avoir un parodonte superficiel, donc des tissus mous qui s'adaptent parfaitement à cet implant et donc qui répondent à des exigences, on va dire, fonctionnelles, esthétiques et surtout beaucoup plus fonctionnelles. Hein. Donc, la nécessité de traiter un défaut osseux autour des implants influence le choix du type d'aménagement muqueux et de son moment dans la chronologie du traitement. Donc, si j'ai par exemple un problème, là, je vous parle de défaut osseux, je me suis rendu compte qu'il aurait été préférable qu'on fasse ce cours après la chirurgie parodontale. Là, vous n'êtes pas encore arrivé à la chirurgie. Allô? Oui, madame. Vous m'écoutez? Oui, oui, oui. Bon, je sais que ce sera un petit peu délicat, du moment qu'on n'avait pas fait encore les types de lambeaux, mais on va essayer de faire de notre mieux. Je vais essayer de simplifier au maximum. Donc, un défaut osseux, je ne sais pas si vous avez déjà une idée, c'est tout un cours qu'on va faire ensemble fin d'année. Défaut osseux, je prends par exemple une exostose. Vous savez ce que c'est qu'une exostose? C'est enlever de l'os. L'exostose, c'est une saillie osseuse. C'est comme c'est un bombé osseux. C'est une crête irrégulière. C'est-à-dire vous avez de la crête régulière. À un moment donné, vous avez un excès d'os. Vous avez une exostose, c'est-à-dire une bosse, on va simplifier, une bosse osseuse qui va un petit peu gêner notre prothèse. Ça se voit surtout quand on fait des prothèses partielles ou totales. Quand ça va faire une zone de dépouille et de contre-dépouille qui vont gêner le port, le dépôt et le port de la prothèse. Je ne sais pas ce que vous arrivez à imaginer. C'est-à-dire, j'ai une petite bosse au niveau de la crête qui va faire une zone de contre-dépouille. Au niveau de la crête, je parle du côté vestibulaire, c'est-à-dire pas au niveau de la crête elle-même, pas au niveau des alvéoles dentaires, mais vestibulairement. J'ai une petite bosse osseuse qui, au moment de placer la prothèse, elle peut gêner. Elle peut provoquer une gêne au moment de la prothèse. Je ne sais pas ce que vous arrivez à imaginer. Oui, madame. Voilà, ça c'est une exostose. Là, on fait appel à ce qu'on appelle la chirurgie parodontale pré-prothétique. C'est-à-dire que le parodontologiste va intervenir, il va décoller un lambeau. Vous savez ce que c'est qu'un lambeau? Non. Vous savez ce que c'est qu'un lambeau? Allô, allô? Ah oui, madame. Vous savez vous entend, oui. Vous savez ce que c'est qu'un lambeau? C'est normalement oui, madame. On ouvre
Là, on fait une ouverture au niveau de la gencive et on décolle les deux côtés. Voilà, parfait. Oui. Parfait. Voilà, c'est une définition simplifiée. Donc, je fais pareil. Je fais une incision au niveau de la crête. Je décolle deux bouts de gencive, on va dire, deux bouts de muqueuse vestibulaire. Bon, ce qui m'intéresse, moi, c'est beaucoup plus vestibulaire. Donc, je fais deux incisions de décharge. Je décolle un long bout pour avoir un accès direct à l'os. Je vous ai parlé de chirurgie parodontale pré-prothétique. Donc là, mon exostose, elle va me gêner pendant la prothèse. Alors, la paro va intervenir pour tailler un petit peu cet os alvéolaire qui est débordant pour qu'il soit au même niveau que le reste de l'os alvéolaire. Et puis, je vais remettre mon lombo en place. Donc là, c'est naturel pour rendre la crête osseuse régulière avant de passer à la prothèse. Nous pouvons faire la même chose. Bon, ça c'est un exemple pour la prothèse totale, mais nous pouvons faire aussi ça dans le cas de dépôt d'implant. On peut faire ça aussi dans le cas d'implantologie. Alors, on va noter que la qualité, donc à quel moment il faut décider, quand on parle de composante tissulaire, la composante tissulaire elle est importante pour choisir le type de chirurgie et le moment de la chirurgie. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de qualité importante de tissu kératinisé. Donc, j'ai besoin de gencives attachées en quantité et en qualité. Donc, j'ai besoin d'une hauteur, vous voyez, c'est mentionné entre parenthèses, la qualité et la quantité des tissus mous. J'ai besoin d'une gencive kératinisée, d'une gencive épaisse. On va voir un exemple, une belle photo qui va nous expliquer pourquoi. Donc, j'ai besoin d'une gencive bien épaisse, bien haute et bien kératinisée. Je ne sais pas si vous avez une idée, mais pour vous préparer un petit peu à la chirurgie parodontale, la hauteur de la gencive attachée est très importante en paro. Quand elle est augmentée, elle permet de protéger notre parodonte superficielle. Donc, si vous arrivez à imaginer, elle nous permet d'éviter les récessions un petit peu. Et puis, elle nous permet d'améliorer l'hygiène. Elle facilite le brossage dentaire. J'ai en tout cas une photo à la fin que je vais vous montrer. Et puis aussi, je dois prendre en considération le volume osseux disponible. Pourquoi, avant de choisir le moment de la chirurgie, le moment de la pose de l'implant, je dois prendre en considération la composante tissulaire. Parce que c'est important. Quand j'ai beaucoup d'os qui va soutenir mon implant, j'ai plus de chances de réussir cet acte opératoire. Quand j'ai moins d'os, c'est exactement que pour la dent. Quand la dent est entourée par beaucoup d'os alvéolaires, elle est bien maintenue, les possibilités de mobilité sont réduites. Par contre, quand j'ai peu d'os alvéolaires autour de la dent, les risques d'avoir cette dent bougée sont accrus, sont augmentés. Et quand la dent bouge plus, j'ai plus de risques de perdre la dent suite à la perte du parodonte. D'accord? Oui, madame. Parfait. J'ai un troisième facteur, c'est la composante prothétique. Je dois prendre en considération la prothèse. Donc, avant de décider de mon acte opératoire et du moment de cet acte opératoire, je dois savoir, j'ai besoin de poser combien d'implants, le nombre d'implants et leur position. Est-ce que je vais placer un implant? Est-ce que je vais placer deux implants? Est-ce que je vais placer trois implants, quatre implants? Ça dépend. Est-ce que cet implant sera antérieur? Est-ce qu'il sera postérieur? Parce que, en fonction du nombre et de la position, va être décidé le type de chirurgie que je vais faire. On va avancer dans le cours, vous allez mieux comprendre. Le choix du type d'implant et de connexion. Donc là aussi, la composante prothétique, je dois aussi savoir quel type d'implant je vais utiliser, quel type de connexion, pour voir quel type de chirurgie je vais faire. Donc là, nous allons parler du choix de la technique. On parle de technique chirurgicale que nous allons utiliser pour aménager ces tissus. Alors, c'est quoi? Quel est le choix de notre technique? Quelle technique nous allons choisir? Parmi les techniques de chirurgie plastique parodontale adaptées aux implants, on distingue les techniques sans apport tissulaire et les techniques avec apport tissulaire. Bon, j'espère que vous allez comprendre. Les techniques sans apport tissulaire, comme son nom l'indique, c'est sans apport tissulaire. Je ne vais pas apporter de tissu. Consiste à utiliser uniquement l'environnement tissulaire déjà présent par des lambeaux de déplacement pour optimiser la qualité tissulaire périimplantaire. Donc, quand je vais faire appel à une technique sans apport tissulaire, c'est-à-dire que je vais faire une chirurgie sans apport. Quand je dis sans apport, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de lambeaux déplacés. Je ne ramènerai pas d'autres lambeaux, d'autres greffes d'ailleurs.
Je vais uniquement utiliser les tissus qui se trouvent autour de l'implant. Les tissus qui sont déjà présents sur place pour optimiser la qualité tissulaire périimplantaire, pour augmenter, pour améliorer la qualité de mes tissus autour de l'implant. Donc, on avait parlé au début d'aménagement tissulaire périimplantaire. Je vais ramener une petite touche à mes tissus autour de l'implant. Je vais essayer de les améliorer, de les optimiser, d'améliorer leur qualité. Mais quand je ferai appel à une technique chirurgicale sans apport tissulaire, ça veut dire que je vais travailler uniquement avec les tissus qui se trouvent autour de l'implant. Par contre, quand je fais appel à une technique avec apport tissulaire, comme son nom l'indique, il y aura un apport tissulaire. Je vais apporter du tissu. Elle consiste à corriger un environnement tissulaire adjacent insuffisant, soit en quantité, soit en qualité. Pourquoi je ferai de la chirurgie périimplantaire avec un apport tissulaire? Pourquoi je vais ramener du tissu en plus autour de l'implant? Parce que tout simplement, le tissu que j'ai ou bien les tissus que j'ai autour de l'implant ne sont pas suffisants, qu'ils soient en quantité ou bien en qualité. Leur qualité n'est pas suffisante ou bien leur quantité n'est pas suffisante, n'est pas satisfaisante pour mon implant. Donc, je dois apporter des tissus d'ailleurs. Et là, c'est beaucoup plus la greffe qu'on va ramener généralement du palais. Donc, on distingue les techniques de greffe épithéliaux-conjonctive et de greffe de tissu conjonctif enfoui. Vous ne connaissez pas la différence? Allô, allô? Non, madame, non, on ne connaît pas. Vous ne connaissez pas la différence, oui. Sachez, retenez une chose, on va faire tout ça en détail. Je pense que c'est moi qui ferai le cours des récessions, mais il y aura, je pense, Dr Rahim qui va vous faire les lambeaux. Donc, je vais ramener une greffe, un tissu muqueux du palais. Ce tissu peut comporter de l'épithélium et du conjonctif. Je parlerai d'une greffe épithélio-conjonctive. Je peux aussi faire appel à une greffe de tissu conjonctif enfoui, c'est-à-dire que je vais prélever du tissu au niveau du palais, mais je ne prendrai que le conjonctif, je ne prendrai pas d'épithélium. Et pourquoi on dit greffe de tissu conjonctif enfoui? Parce que le conjonctif que j'ai ramené du palais, par exemple, je vais le mettre du côté vestibulaire d'une incisive inférieure, je ne vais pas le mettre comme ça exposé à la nature, comme ça libre dans l'air. Non, je vais l'enfouir, c'est-à-dire je vais le mettre à l'intérieur d'un autre tissu et je vais le cacher avec de l'épithélium. Pourquoi? C'est pour épaissir cette gencive. C'est dans le cas d'un parodonte superficiel, donc d'un parodonte d'une gencive kératinisée, d'une gencive attachée, qui n'est pas très, très épaisse, qui est fine. Donc, moi, je veux aménager les tissus autour de l'implant, je vais améliorer la qualité, on a dit, et la quantité des tissus autour de l'implant. Je ramène soit un épithélio conjonctif, donc je ramène un lambeau, un tissu avec épithélium et chorion, soit je ramène uniquement le chorion que je vais placer à l'intérieur, je vais l'enfouir et je vais le cacher par l'épithélium qui existait déjà dans le but d'augmenter l'épaisseur et la hauteur de mon tissu kératinisé, autour bien sûr de l'implant. C'est clair? Oui, c'est clair. Je résume un petit peu, mais vous allez voir tout ça en détail. Donc, le choix de la technique dépend de la nécessité de modifier soit la qualité, donc apport de tissu kératinisé, soit la quantité, volume insuffisant des tissus mous et de la zone anatomique du site implantaire. Donc, tout dépend de ce que je vais utiliser et tout dépend de ce que je veux. Est-ce que je veux augmenter uniquement la hauteur? Je veux augmenter uniquement l'épaisseur? Je veux augmenter la hauteur et l'épaisseur de cette gencive? Tout dépend de ce que je veux. C'est comme ça que je vais décider, est-ce que ce sera un conjonctif ou bien un épithélio conjonctif. Alors, on l'avait dit au début, nous allons aménager les tissus périimplantaires à 4 stades. Avant de poser l'implant, au moment de poser l'implant, après avoir posé l'implant, après avoir placé la prothèse. Nous commençons par le moment de la pose de l'implant. D'abord, quelles sont les indications? Je vais placer mon implant la prochaine séance, mais la séance d'aujourd'hui, je vais faire une chirurgie qui a pour objectif de traiter un problème, de traiter un déficit de tissu kératinisé important. C'est-à-dire, je n'ai pas du tout assez de gencives attachées. Donc, je dois améliorer cette quantité de gencives attachées. Cette situation se retrouve le plus souvent au niveau des secteurs postérieurs mandibulaires et dentés depuis un certain temps chez les patients ayant un phénotype tissulaire fin. C'est-à-dire, je vais intervenir pour augmenter l'épaisseur et la hauteur de gencives attachées chez des gens, chez des malades qui ont fait des extractions. Par exemple, ils ont fait des extractions, généralement, on commence par les extractions des molaires et des prémolaires parce qu'on néglige l'hygiène, parce que les dents postérieures, elles ne sont pas visibles.
Donc, on néglige l'hygiène, ce qui fait, ce sont les premiers, et puis c'est les premières dents qui font leur éruption, les 6 et les 7. Donc, c'est des sujets qui ont perdu leur molaire postérieure. Bon, c'est normal, les molaires sont toutes postérieures, qui ont perdu des dents postérieures, surtout mandibulaires, et il a perdu les dents, soit il a fait une prothèse, c'est ce que j'ai mentionné là, édentement ancien, associé ou non au port d'une prothèse à joindre partielle, s'accompagnant d'une diminution de la quantité cristale de tissu kératinisé. On va résumer. Le sujet a fait des extractions, les extractions des molaires. Donc, il a enlevé ses molaires. Il ne les a pas remplacées. Il n'y a pas eu de prothèse. Donc, l'os alvéolaire, ou on va dire tout simplement l'os mandibulaire, n'a pas été sollicité par des forces occlusales. Ce qui fait qu'il y a eu résorption. Il y a eu une diminution de la crête. En même temps, la gencive va avec. Le parodonte disparaît avec la disparition de la dent. Il y a moins de tissu kératinisé, il y a moins de gencives, il y a moins de muqueuses pour aménager les tissus implantaires. Donc, soit il n'a pas fait de prothèse, soit il a fait une prothèse, mais malgré ça, une prothèse partielle, il y a toujours une réduction avec l'âge, on va dire, de la hauteur de l'os et du tissu kératinisé. Donc, là, je vais aménager les tissus avant la pose de l'implant. Son indication, c'est le manque de tissu kératinisé chez des personnes qui ont été édentées postérieures mandibulaires depuis longtemps. Et donc, la cicatrisation a amené à une diminution. On parle d'un phénotype tissulaire fin, c'est-à-dire d'un parodonte superficiel qui est fin. Quand on dit édentement postérieur, ne pensez pas à un édentement total. Ça peut être partiel. C'est peut-être l'extraction d'une molaire, de 2 molaires, mais les autres dents existent. Donc, il y a un affaissement osseux et un manque de gencives qui ne sont pas favorables. On la pose d'un autre implant. Donc, quelles sont les techniques chirurgicales que je vais utiliser? Je vais utiliser une greffe épithélio-conjonctive associée à un lambeau déplacé apicalement, ce qui va permettre d'augmenter, là c'est mentionné, significativement la hauteur et l'épaisseur du tissu kératinisé. Alors là, on parle de technique combinée. Je vais faire une technique chirurgicale dont le but, on avait dit, d'augmenter la hauteur de gencive de tissu kératinisé. Là, je mentionne un lambeau déplacé apicalement. Je ne sais pas si vous allez comprendre, mais un lambeau déplacé apicalement, si vous arrivez à imaginer, je vais faire une petite incision horizontale et puis je peux décoller vers le bas. Je décolle vers le bas, je tire mon lambeau vers le bas. Je vais avoir une partie du périoste qui est exposée. Donc, mon lambeau, je l'ai déplacé apicalement. Ce qui fait, j'ai augmenté la hauteur de mon tissu kératinisé parce qu'il y aura cicatrisation. Là, j'ai augmenté la hauteur de mon tissu. Donc, en quelque sorte, je vais déplacer un petit peu le fond de mon vestibule. Et puis, je ramène en parallèle une greffe épithélio-conjonctive du palais et je vais la placer au niveau de mon lambeau déplacé. Donc, la partie périostée, je place une greffe épithélio-conjonctive. Là, j'ai épaissi un petit peu mon tissu mou, ma gencive kératinisée. En même temps, j'ai augmenté sa hauteur. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, madame, c'est clair. Oui, c'est clair. Donc, je combine deux techniques. Peut-être que c'est imaginaire un petit peu, mais vous allez faire les cours de lambeau, vous allez comprendre. Je déplace un lambeau vers le bas. Donc, j'ai augmenté la hauteur et j'ai placé une greffe épithélio-conjonctive en même temps pour augmenter l'épaisseur de la gencive. C'est deux techniques chirurgicales qui vont se faire en même temps en pré-implantat, donc avant de poser mon implant. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, on a parlé d'un aménagement des tissus mous, péri-implantaires, donc autour d'un implant, pendant la pose de l'implant. Comment je vais aménager mes tissus pendant ma chirurgie, au moment de poser l'implant, ça va nous éviter en quelque sorte de temps opératoire. Quelles sont les indications? C'est d'aménager toujours les tissus qui peuvent se faire en même temps que la pose chirurgicale des implants par des techniques sans apport ou des techniques avec apport. Donc là, vous voyez qu'on peut faire appel à des tissus autour de l'implant, comme on peut faire appel à des tissus d'ailleurs, qu'on appellera donc technique avec apport tissulaire. Alors, quelles sont les indications? Les techniques sans apport, c'est-à-dire les techniques d'aménagement qui vont utiliser uniquement les tissus qui se trouvent autour de l'implant, sont indiquées lorsque les tissus mous sur la crête édentée ou dans son environnement proche
sont suffisants tant en quantité qu'en qualité. Donc, je vais faire un aménagement tissulaire sans apport de tissu. Je vais aménager les tissus autour de l'implant sans apport de tissu. Pourquoi? Parce que j'ai suffisamment de tissu en quantité et en qualité. Vous allez me dire, puisque j'ai suffisamment de tissu en quantité et en qualité, pourquoi je vais faire cet aménagement? Je vais le faire dans ces conditions. La gestion des tissus mous vise. Pourquoi je veux gérer ces tissus? C'est pour préserver l'anatomie préexistante ou optimiser la répartition tissulaire par des lambeaux déplacés. Donc voilà, c'est pour améliorer la qualité de mes tissus. Je fais ça, je fais un aménagement, je n'ai pas un manque très important, je ne vais pas demander un apport tissulaire, je le ferai sans apport tissulaire. Pourquoi? Tout simplement parce que je veux aménager, je veux plutôt augmenter, optimiser la répartition tissulaire. Voilà. Donc, les techniques avec apport, là, je fais appel aux techniques avec apport tissulaire. Donc, je vais ramener notre tissu. Elles sont indiquées pour corriger un déficit tissulaire par l'utilisation de greffes conjonctifs ou épithélio-conjonctifs. Voilà. Donc, je vais ramener du tissu, du palais. On avait dit, ça peut être du conjonctif, comme ça peut être de l'épithélio-conjonctif. Pourquoi? Pour corriger un déficit. Il y a un manque. Il y a un manque en tissu que je vais ramener du palais. Alors, quelles sont les techniques que je vais utiliser? On va d'abord parler des techniques sans apport chirurgical. Donc, je vais faire des techniques chirurgicales, mais je ne vais pas ramener de tissu d'ailleurs. Je commence par la chirurgie sans lambeaux. Chirurgie sans lambeaux, c'est une chirurgie que je vais faire pour, en quelque sorte, placer mon implant, mais sans lambeaux. Alors, elle a été proposée pour diminuer les suites post-opératoires. Je vais placer un implant, je vais mettre en place un implant. Bon, là, en aménageant les tissus en réalité, en réduisant les suites opératoires. Je vais essayer de réduire les suites post-opératoires. Il n'y aura pas beaucoup de dégâts après la chirurgie. Pourquoi? Elle s'envisage dans les conditions tissulaires idéales, tant en termes de volume osseux que de phénotype gingival. Donc là, je vais placer mon implant. Vous allez voir une photo. Voilà, je vais placer mon implant. Dans des conditions où j'ai suffisamment de tissu en épaisseur et en hauteur. Donc, j'ai les conditions idéales. Elle consiste en l'élimination d'un capuchon gingival aux dimensions de l'implant sur la crête édentée afin de permettre le passage des forêts implantaires. Donc, je ne vais pas décoller de lambeaux. C'est pour ça qu'on parle de chirurgie sans lambeaux. Comment je vais la faire? Je vais la faire en taillant un capuchon, juste un capuchon. Un capuchon, c'est-à-dire un petit bout de muqueuse qui correspond exactement au diamètre de mon implant. Je vais juste éliminer la partie muqueuse qui correspond au diamètre de l'implant pour accéder à l'os. C'est une chirurgie sans lambeaux. Évidemment, il n'y a pas de décollement, il n'y a pas de lambeaux, il n'y a pas beaucoup de saignement, il n'y a pas de suture à faire en quelque sorte. Donc, elle permet de réduire les suites post-opératoires. Et puis, ce que j'ai fait va permettre le passage des forêts donc des forêts de mes implants. Cette technique est limitée à des opérateurs entraînés dans des conditions anatomiques faciles. C'est-à-dire que ça doit être utilisé par un opérateur qui est habitué à utiliser cette technique avec des conditions, accessibilité chirurgicale. C'est plus facile de faire au niveau des secteurs antérieurs que postérieurs, donc j'ai un accès direct au champ opératoire. La crête, elle est très large, donc ça m'arrange. La hauteur osseuse est disponible. Donc, ce qu'on avait dit au début, conditions tissulaires idéales. J'ai suffisamment de tissu osseux et de tissu muqueux. Donc, je vais juste éliminer un petit capuchon de muqueuse correspondant au diamètre de mon implant et je vais directement placer mon implant sans décoller de lambeaux. D'accord? Oui, madame. Oui, madame. Parfait. Lambeaux déplacés. Alors, j'ai les photos. Lambeaux déplacés. Voilà. Donc, lambeaux déplacés. Le déplacement, là, essayez de me suivre. Le déplacement des tissus mous est le plus souvent réalisé lors de la mise en place des piliers de cicatrisation sur les implants. Donc, je vais déplacer des tissus pour préserver une quantité suffisante de tissus kératinisés. Il est préconisé de faire des incisions cristales décalées en palatin. Donc, je vais faire une incision au niveau de la crête, mais je vais les décaler un petit peu du côté palatin et apicalement et vestibulairement.
le lambeau est d'abord réalisé en épaisseur totale. Donc, je fais des incisions de décharge. Je fais une incision sur la crête. Essayez de suivre, hein, même si vous n'arrivez pas à voir. Vous faites une incision sur la crête, donc entre les dents adjacentes, à côté. Je fais une incision sur la crête. Je fais 2 incisions verticales de décharge. Je décolle un lambeau d'épaisseur totale. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire un lambeau d'épaisseur totale? C'est un lambeau qui comporte muqueuse et périoste en même temps. J'ai un accès direct à l'os. Pourquoi je veux un lambeau d'épaisseur totale? C'est pour pouvoir poser mon implant directement dans l'os. Puis, mon incision va être en épaisseur partielle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le lambeau que j'ai décollé va devenir d'épaisseur partielle. Donc, je vais garder le périoste sur l'os et je vais garder uniquement épithélium et chorion du côté de mon lambeau et je déplace mon lambeau apicalement. Donc, l'avantage de cette technique, c'est que je vais déplacer mon lambeau en direction apicale. J'ai fait un lambeau d'épaisseur totale pour accéder à l'os alvéolaire, à l'os crestal de la crête directement. Et puis, je fais une autre incision pour avoir un lambeau d'épaisseur partielle. Et puis, le lambeau d'épaisseur partielle me permet de décoller un petit peu, donc d'écarter un petit peu mon lambeau, de déplacer vers l'apex, de déplacer apicalement. Donc, j'augmente la hauteur de mon tissu kératinisé. Je mets mon pilier. Le lambeau apicalisé est suturé au niveau du périoste et autour du pilier. Donc, vous voyez, j'ai décollé un lambeau, j'ai gagné une hauteur de gencive kératinisée parce que j'ai dépassé mon lambeau apicalement, et puis je le remets en place pour le suturer. Bon, pédiculé. Là, je pense que ça peut répondre normalement. Je ne sais pas si ça peut répondre à notre... Là, vous voyez la photo? Oui, madame, ça s'ouvre. Oui. Alors, là, vous voyez l'incision de la photo en haut et à droite. Vous avez le pilier. Donc, j'ai fait une incision horizontale sur la crête. J'ai fait 2 incisions verticales en allant vers les vestibules. J'ai décollé mon lambeau d'épaisseur totale. Pourquoi totale? Ce que vous voyez en rose, c'est le périoste. Total, c'est pour avoir l'accès à l'os. Je place mon implant. Je fais par la suite une incision au niveau de mon lambeau pour aller en épaisseur partielle. Je décolle vers le bas, donc j'ai gagné un petit peu de la hauteur. Et puis je remets, vous voyez, il fait une incision, on va dire, circulaire pour que mon lambeau s'adapte autour de l'implant et je remets en place et je suture. Là, c'est un lambeau déplacé. Et avec ce lambeau déplacé, j'ai gagné de la profondeur du tissu kératinisé. Et en même temps, j'ai pu placer mon implant et j'ai pu remettre en place mon lambeau en respectant l'anatomie, on va dire, gingivale. J'ai aussi le lambeau pédiculé. Parmi les techniques de lambeau pédiculé, on distingue les lambeaux de rotation. Alors, le lambeau de rotation, j'espère que cette photo va être claire. Bon, vous avez déjà donc, essayons de prendre les 2e photos, donc le A et le B. Je fais une incision, vous voyez, en B, une incision horizontale au niveau de la crête. Je fais 2 incisions verticales de décharge. Vous voyez, à la face distale de la première prémolaire et la face mésiale de la première molaire. Donc, je fais 2 incisions verticales de décharge. Et puis, vous voyez, pas en C, mais un peu plus haut, je fais une incision au niveau de mon lambeau déplacé. Je place par la suite mon implant. Et puis, vous voyez les 2 flèches qu'il y a en C. J'ai un petit peu incisé mon lambeau et je vais suivre les flèches. Donc, l'incision qui a été faite, en quelque sorte, là, j'ai fait un lambeau d'épaisseur totale. Hein. J'ai fait une incision au niveau de ma gencive, de mon tissu mou prélevé, et je le place au niveau interproximal. Essayez de suivre les flèches, et puis vous voyez en D, les sutures, comment elles sont faites. Vous voyez, là aussi, on peut dire que j'ai augmenté la hauteur de mon de mon tissu kératinisé. Et puis, après avoir placé mon implant, parce qu'au début, la première chirurgie, c'était une chirurgie avec... Là, c'est un lambeau déplacé. C'est un lambeau déplacé, donc j'étais obligée de faire une épaisseur partielle pour déplacer mon lambeau apicalement. Mais là, c'est un lambeau pédiculé. Donc, j'ai augmenté un petit peu, vous voyez ce qui a été fait comme incision, j'ai augmenté un petit peu le tissu kératinisé, je le ramène avec les 2 flèches en interproximal. Quel est l'intérêt dans ce cas? C'est pour améliorer
l'espace interproximal, donc améliorer les tissus proximaux. Il faut retenir ça. Ça, c'est une incision que nous allons faire dans l'objectif d'améliorer les papilles gingivales, les tissus autour. Là, il s'agit d'un implant unitaire. Hein. Un implant unitaire, donc j'essaie d'améliorer les gencives autour de l'implant et surtout en interproximal. C'est clair? Oui, madame, c'est clair. C'est bon? Alors, on passe aux techniques avec apport tissulaire. Donc là, je vais faire appel à une greffe. Technique chirurgicale avec apport tissulaire au cours de la pose de l'implant sont souvent indiquées dans la zone où l'environnement immédiat ne permet pas de déplacement des tissus. Moi, je ne suis pas déplacée, donc je n'ai pas suffisamment de tissu. Je ne peux pas déplacer. Je dois ramener soit une greffe épithéliaux-conjonctive ou bien une greffe conjonctive. Mais généralement, c'est l'épithéliaux-conjonctif qui est plus indiqué pour pallier au manque de tissu kératinisé. Donc là, l'apport tissulaire, je vais le ramener quand je n'aurai pas suffisamment de tissu autour de mon implant. Alors là, la troisième possibilité, je vais aménager mes tissus au cours du ou bien après le deuxième temps chirurgical. C'est-à-dire, ça va se faire après avoir posé mon implant. L'enfouissement des implants est parfois nécessaire pour des raisons de reconstruction osseuse ou de stabilité implantaire. La gestion des tissus mous est alors préférable au cours du deuxième temps implantaire. Je peux parfois faire appel à cet aménagement après avoir posé mon implant. Technique chirurgicale, c'est pareil, les techniques sans apport tissulaire. Donc là, les techniques sans apport tissulaire sont identiques à celles réalisées lors de la pose de l'implant, c'est-à-dire c'est des lambeaux déplacés que je peux faire. Si une augmentation du volume tissulaire est nécessaire en vestibulaire de l'implant, les techniques de lambeaux déplacés, soit simples, soit avec du tissu conjonctif pédiculé, sont indiquées. Donc, quand j'ai besoin d'augmenter la hauteur de tissu kératinisé, je peux faire un lambeau déplacé apicalement, comme on avait vu au début. Je déplace mon lambeau en direction apicale et j'augmente la hauteur de tissu kératinisé. Mais je peux aussi augmenter la hauteur du tissu kératinisé et son épaisseur en apportant, en associant une greffe épithélio-conjonctive à mon lambeau déplacé apicalement. Les techniques avec apport tissulaire, c'est pareil, c'est toujours avec une greffe conjonctive ou bien une greffe épithélio-conjonctive que je vais ramener au niveau du palais et que je vais placer autour du tissu, donc autour de mon implant pour augmenter l'épaisseur et la hauteur du tissu kératinisé. Alors, là, c'est une très belle photo d'une greffe épithélio-conjonctive périimplantaire, donc autour d'un implant. Là, vous voyez, il y a déjà les implants en place, mais il s'est avéré qu'après avoir posé des implants, il y a un manque de tissu kératinisé. Là, vous avez en tout 8 images. On va essayer de suivre. Alors, voilà, celle-là. Vous voyez, là, on se rend compte qu'il n'y a pas suffisamment de tissu kératinisé. Donc, là, là, c'était avant de poser les implants. Vous voyez qu'il n'y a pas suffisamment de tissu kératinisé. Nous avons posé des implants. Là, nous avons décollé un lambeau. Vous voyez, il y a une incision horizontale qui a été faite. Et puis là, on peut faire une incision verticale, mais on peut faire un décollement vers le bas. Donc, le tissu qui était là va être déplacé à ce niveau. Vous voyez, et je vais exposer une partie de la muqueuse, une partie du périoste qui sera dénudée. Et à cette partie, donc au niveau de cette partie qui est dénudée, donc là, vous voyez, j'ai déplacé un petit peu mon vestibule. On va dire, on l'a déplacé de ce côté-là jusque là. Pourquoi? Parce que mon lambeau, j'ai incisé à ce niveau et j'ai appliqué une petite pression. Donc, je décolle vers le bas pour retrouver mon lambeau à ce niveau-là. Et cette partie qui se trouverait dénudée, je vais la couvrir avec un conjonctif, avec un épithélio-conjonctif, donc avec un greffon, vous voyez. C'est ce qui fait, des fois, on se rend compte, parce que déjà, même après cicatrisation, on voit la différence. Donc, je ramène un greffon épithélio-conjonctif du palais et je le place à ce niveau. Donc, je ramène de l'épithélium et du chorion et je le suture, plein de sutures. Et vous voyez, bon, là, j'ai coupé un petit peu ma photo, mais là, j'ai le résultat après cicatrisation. Donc, j'ai ramené une greffe épithélio-conjonctive que j'ai placée autour, enfin, du côté vestibulaire de mon implant, de mes implants. C'est clair jusque-là? Oui, madame, c'est clair. Voilà, quatrième possibilité, j'aménage mes tissus après la prothèse. Donc, l'indication
de la chirurgie plastique périimplantaire après la mise en fonction des implants sans l'appréciation du volume et de la qualité des tissus mous qui a été mal estimée lors des phases chirurgicales précédentes, précédant la mise en charge, et leur modification n'a pas été intégrée au plan de traitement. Donc, il y a eu, on va dire tout simplement qu'il y a eu du nouveau qui n'existait pas avant. Bon, là, c'est le meilleur exemple si je reviens à ma diapo. Donc là, il y a eu des implants. Mais bon, j'ai l'autre photo. Donc, j'ai des conditions tissulaires qui ont changé, qui se sont modifiées. Donc, j'ai eu besoin d'un aménagement tissulaire après pose de la prothèse. Voilà, je peux avoir aussi apparition de modifications tissulaires du fait d'un mauvais positionnement implantaire ou bien apparition de modifications tissulaires générant des problèmes inflammatoires. Problème inflammatoire, le meilleur exemple, c'est cette photo. Malheureusement, là, c'est pas très, très clair. Mais là, vous voyez qu'il n'y a pas, je ne sais pas si vous arrivez à voir là, c'est comme une ride musculaire. Donc, ça gêne un petit peu. Il n'y a pas suffisamment de tissu à ce niveau. Donc, qu'est-ce que je fais? Ça gêne un petit peu l'hygiène. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure au début. Quand il n'y a pas suffisamment de gencives attachées, nous avons un problème avec le brossage dentaire. Donc, nous devons améliorer la qualité des tissus. Là, on a apporté, après la prothèse, vous voyez, c'est une prothèse implantoportée, on a apporté une greffe. Nous avons ramené un greffon à ce niveau pour pallier au problème de manque de gencives kératinisées. Et ça s'est fait après la prothèse, donc après l'implant et après la prothèse. Là, vous voyez, c'est pareil. Au niveau de cette dent qui est dénudée, c'est apparu, donc là aussi, c'est un implant, une prothèse unitaire implantoportée. Voilà comment elle était au début, voilà. Et là, après chirurgie, donc après greffe. Donc, c'est des techniques chirurgicales que nous faisons après avoir placé la prothèse. Donc, quelles sont les techniques que nous pouvons utiliser? La gestion des tissus mous est difficile une fois le traitement implantaire terminé. Donc, il est préférable de traiter avant, l'idéal, hein, avant ou même pendant la pose de l'implant. Mais sinon, ça peut se rattraper aussi après la prothèse. Donc, les techniques avec apport tissulaire, comme les greffes épithéliaux-conjonctives et les conjonctifs enfouis, ou l'utilisation de membranes de collagène sont possibles. Là, vous allez voir aussi plus tard en chirurgie, c'est quoi les membranes? C'est des trucs artificiels qu'on rapporte pour améliorer, on va dire, la qualité des tissus. Bon, je ne vais pas donner trop de détails. On peut dire que c'est comme une greffe épithéliaux-conjonctive ou conjonctif enfoui qu'on va ramener pour améliorer la qualité des tissus. D'accord? Oui, madame. C'est clair? Alors, de nombreux protocoles d'aménagement tissulaire périimplantaire sont disponibles lors des différentes phases du traitement. Donc, je peux le faire avant la pose de l'implant, pendant la pose de l'implant, après ou même après traitement prothétique. Cependant, le choix de la technique chirurgicale reste souvent une décision subordonnée à la compétence et à l'expérience du chirurgien. Donc, tout dépend. Bon, au début, on avait dit ça dépend aussi de la volonté du malade, des conditions tissulaires qui s'y présentent, mais aussi de la compétence du praticien. Pourquoi on parle des compétences du praticien? Parce qu'une greffe est très difficile. Déjà, il y a les suites opératoires qui sont très difficiles à supporter. Les conditions de la réussite sont aussi très difficiles. L'alimentation est limitée, le brossage est limité, les mouvements au niveau de bucco sont limités. Ne pas toucher au greffon et puis réaliser un épithéliaux-conjonctif est plus facile qu'un conjonctif. Donc, les difficultés qui se posent au moment de la chirurgie exige quand même une compétence de la part du praticien. Donc, j'ai un implant à poser, je dois faire appel à des techniques chirurgicales. Ces techniques sont différentes en fonction de la demande du patient, de la demande des tissus qui se trouvent autour de mon implant. Voilà. Est-ce que vous avez des questions de l'implant? Pendant la pose de l'implant, on a parlé des techniques sans lombo. Donc, j'ai parlé des techniques sans lombo là. On avait dit qu'on ne va pas décoller de lombo. L'indication, c'est quoi? C'est quand j'ai, alors c'est mentionné, quand j'ai, alors où est-ce que c'est écrit, le maximum de tissu. Voilà, les conditions tissulaires idéales. C'est-à-dire en qualité qu'en quantité. Non. Donc, là, vous voyez, j'ai une crête osseuse assez importante, haute et large. Donc là, on va dire en quelque sorte, je n'ai pas besoin de ramener des tissus, que ce soit sur place ou d'ailleurs, ou du palais. Donc,
j'ai une bonne qualité tissulaire pour recevoir mon implant. Je n'ai pas besoin de ramener du tissu kératinisé, d'augmenter la hauteur de gencive attachée ou d'augmenter son épaisseur. Donc là, j'ai l'idéal comme support d'implant. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais une incision. Imaginez que vous allez prendre une lame de bistouri et que vous allez faire une petite incision circulaire. C'est une forme de cercle au niveau de la position de votre implant et mon incision va me permettre de décoller un petit cercle de muqueuse. Je ne vais pas dire de gencive, mais un petit cercle de muqueuse, c'est-à-dire un petit capuchon. C'est comme si on disait, voilà, vous êtes des 4e année, vous connaissez ce que c'est que le capuchon péricoronaire. Un capuchon péricoronaire, c'est le capuchon qui se trouve sur les dents, généralement les dents de sagesse en éruption. Donc, c'est un capuchon, c'est la gencive qui se trouve sur la dent et qui empêche cette dent de faire son éruption dans la cavité buccale. Donc, le capuchon autour de la dent, là, c'est pareil. C'est un capuchon sur la crête. Je l'élimine, je fais une incision circulaire, je l'élimine ce capuchon et j'ai un accès direct à l'os. Et là, je vais utiliser un fourré pour ouvrir un petit peu ma crête osseuse et pour placer mon implant. Donc là, je fais une technique chirurgicale sans lambeau. Je n'ai pas fait d'incision et je n'ai pas décollé de lambeau. Voilà, il n'y a pas eu de décollement de lambeau, donc je n'ai pas décollé de muqueuse. Parce que c'est quoi un lambeau? Je dois faire une incision sur la crête, comme on a vu par la suite, et une incision verticale de décharge. Cette incision va permettre de décoller un lambeau, c'est-à-dire j'élimine carrément le tissu, le bout de muqueuse, je l'élimine, je l'enlève, pas éliminer, mais je le retire un petit peu de la crête. Il reste toujours pédiculé, lié à la crête, mais je peux l'enlever et voir directement l'os. Là, il n'y a pas de lambeau, il n'y a pas de décollement de lambeau. Donc, pourquoi on a dit que c'est limité? C'est indiqué uniquement dans le cas chez les praticiens qui sont assez compétents. Pourquoi? Parce que j'élimine juste une petite quantité de muqueuse. Même, il n'y aura même pas un grand saignement parce que ce sera occupé par le fourré, donc par l'implant. Donc là, j'ai fait un lambeau, j'ai aménagé, j'ai préparé les tissus à mon implant sans qu'il n'y ait de lambeau, sans qu'il y ait de déplacement de lambeau, sans qu'il n'y ait d'incision de verticale ou d'incision de décharge ou de saignement. Vous voyez, là, c'est pendant l'acte opératoire, il n'y a pas de saignement. Donc, on limite notre travail exactement au diamètre de notre implant. C'est sans découler de lambeau. D'accord? Deuxième technique, je fais un lambeau déplacé. C'est-à-dire, je prends cette photo, je fais une incision, vous voyez, sur la crête. Je fais une incision sur la crête et puis je fais 2 incisions verticales. Je dégage un lambeau d'épaisseur totale. Qu'est-ce que ça veut dire total? Ça veut dire il comporte un épithélium et un chorion. Et avec ce décollement, je vais avoir un accès directement à l'os. Pourquoi? Je veux l'os pour placer mon implant. Vous voyez, j'ai besoin de placer ma connexion, donc ma vis. Et puis, si je reviens à mon lambeau, je fais une autre incision. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer, mais au début, c'était une épaisseur partielle. Je tiens mon lambeau avec une pince et je fais une incision, mais pas au niveau de l'os. C'est-à-dire, je vais essayer d'avoir une incision plus vestibulaire. Ce n'est pas facile à comprendre parce que vous n'avez pas encore fait les lambeaux, mais ça sera une incision plus vestibulaire pour faire une deuxième incision, pour avoir un deuxième type de lambeau d'épaisseur partielle. Est-ce que c'est clair? Donc, au début, je fais une épaisseur totale qui comporte épithélium et chorion. Je retire mon lambeau, vous voyez, voilà, la troisième, celle-là, cette photo-là, voilà, là, j'ai décollé un lambeau d'épaisseur totale, épithélium et chorion. À ce niveau-là, donc je tiens à ce niveau-là, j'ai une pince, je mets une pince de ce côté, vous voyez, vous arrivez à suivre? C'est bon? Oui, madame, oui. Voilà, là où vous voyez ma flèche, je mets une pince pour tenir mon lambeau. Et là, je vais faire une incision pour décoller un lambeau d'épaisseur partielle. C'est-à-dire que, comment vous le dire? Je fais une incision à ce niveau, donc je progresse là, je fais une incision tout doucement, j'avance en direction apicale, mais du côté de l'os, je ne vais pas laisser du périoste. Je vais laisser du périoste et du conjonctif. Donc, mon lambeau là, il ne va plus comporter de périoste. Là, j'ai du périoste, épithélium, chorion et périoste, mais plus bas, là où je ferai l'incision, à partir de ce moment-là, il ne va contenir que de l'épithélium et du chorion. Je vais laisser le périoste collé à l'os alvéolaire. Voilà. Madame, s'il vous plaît, où on doit s'arrêter pour changer? Quand on arrivera au niveau de la ligne muco-gingivale. D'accord, merci. Pourquoi?
Parce qu'au niveau de la ligne muco-gingivale, la muqueuse, elle est mobile. C'est pas comme la gencive attachée, fixée à l'os. Oui. Vous imaginez? Oui, oui. La muqueuse, elle est mobile. Donc, à ce moment-là, je peux déplacer. Pourquoi on parle de lambeau déplacé? Parce que c'est mobile. Je peux appuyer un petit peu vers le bas, déplacer mon lambeau. Et quand je déplace mon lambeau, j'augmente la hauteur de mon tissu kératinisé. Et puis, je reviens là pour faire cette incision, cette incision circulaire. Donc, je décolle, je fais une petite incision circulaire. Et bien sûr, je remets mon lambeau en place. Je fais l'incision autour de l'implant. C'est pour pouvoir déterminer, pour que ce soit exactement juste autour de l'implant. Je remets mon lambeau, donc je ramène la papille à ce niveau-là. Et je ramène l'autre papille à ce niveau-là. Là, je fais, vous voyez, là, c'est des petits pointillés pour dire que ma suture va du côté vestibulaire vers le côté lingual, vers ce côté-là, pour remettre les papilles en place. Là, c'est pas encore suturé. Là, il y a un petit point, mais là, c'est pas encore suturé. Donc, l'espace, c'est comme un capuchon. C'est comme le capuchon qu'on avait décollé tout à l'heure. Là, c'est un capuchon qu'on va décoller par la suite. Voilà ma lame bistouri. Je fais cette incision. J'élimine cette gencive, cette muqueuse, et je tire mon lambeau dans ce sens. Je le tire comme ça. Donc, je ramène mes papilles du côté vestibulaire, et cette partie de mon lambeau va suivre. Quand on dit déplacer, je le tire pour le suturer. En même temps, au niveau du vestibule, je l'ai déplacé. Vous voyez, les incisions verticales, elles sont là. Elles sont arrêtées au niveau de la ligne muco-gingivale. Pourquoi? Parce que là, je vais en même temps faire un décollement. Je décolle vers le bas pour augmenter la hauteur du tissu kératinisé. Je remets mon lambeau en place et je suture. C'est bon? Oui, c'est clair, merci. Voilà. D'autres questions? Il est d'épaisseur totale. Donc, épithélium et chorion. Et là, c'est du périoste. Je ne vais pas déplacer mon lambeau. Qu'est-ce que je fais par contre? Je vais faire une incision à ce niveau-là. Je ramène cette partie, tac, à ce niveau. Cette partie, je la ramène à ce niveau et je suture en interproximal. Pourquoi? J'ai, dans l'autre lambeau déplacé, j'ai éliminé un cercle à ce niveau, un cercle au niveau de la gencive pour dégager de la place pour mon implant. Là, je ne vais pas faire de cercle. Je vais tailler et la gencive que je vais enlever, au lieu de la jeter à la poubelle comme le demi-cercle de tout à l'heure, je vais la ramener en interproximal. Pourquoi? C'est pour améliorer la qualité des tissus en interdentaire. À ce niveau-là, je vais avoir des papilles plus épaisses. C'est clair? Oui, c'est compris. Il n'y a pas d'autres questions? Non, c'est bon. Parfait, très bien. On peut quitter. Oui, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, je vous envoie le cours tout de suite, mais ça oui, d'accord? Oui, oui, Okay. merci. Merci, bon courage.